Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui de retour sur notre plateau pour l'émission L'Europe c'est vous, pour comprendre toujours un peu plus les élections européennes. Épisode tout particulier parce que ça sera notre dernier épisode de cette si belle émission. Aujourd'hui nous recevons Lucie Desblancs, représentante du parti Écologie au Centre pour le département des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour et et je vous merci. laisse, déjà merci à vous d'être venu et du coup je vous laisse vous présenter pour nos téléspectateurs. Écoutez, merci pour l'invitation. Nous sommes les derniers, donc j'espère qu'on va clôturer comme il se doit cette campagne électorale qui va s'achever le 9 juin. Je suis donc Lucie Desblancs, je suis expert comptable de profession, je suis société civile et j'ai rejoint l'équipe de M. Jean-Marc Governatori, comme on a pu échanger aussi tout à l'heure, depuis un peu plus de 3 ans, sachant que je me suis beaucoup reconnue dans l'état d'esprit de M. Governatori, mais de toute son équipe, puisque bien sûr, autour de lui, il fait en sorte de s'entourer de gens qui a confiance, donc déjà, qui se reconnaissent justement entre eux. Et il y a une simplicité dans cette liste avec un niveau d'idées, un niveau de compétences qui est de très haut niveau, avec des comportements très simples. Et j'ai pu aussi remarquer chez M. Governatori qu'il n'a pas d'ego. Et c'est la première fois que je constate qu'un politique n'a pas d'ego. Et ça, c'est assez rare. Pour être souligné, Ben, c'est effectivement. rare, je ne sais même pas si ça existe à part lui. Je ne connais peut-être pas assez, mais je n'en connais aucun à part lui qui n'en est pas. D'ailleurs, la campagne pour les élections européennes était un sujet parce qu'il réfléchissait vraiment à ne pas être tête de liste pour servir au mieux Écologie au Centre. Il faut quelqu'un, dans l'idée au début, c'était de dire quelqu'un de plus médiatisé, plus connu déjà, pour attirer plus de voix. Puis au final, les militants, dont je fais partie, on a préféré que ce soit lui qui se lance parce qu'en fait, le savoir, c'est lui qui l'a. Il est vraiment pointu sur tous les sujets. Quand vous l'interrogez, quand il fait des plateaux, et puis c'est un passionné. Donc on a dit, à part lui, pour parler d'écologie et d'écologie au centre, il n'y avait pas mieux. Donc c'est lui qui s'est présenté, mais vous remarquerez, et ça, moi je regrette un peu, c'est qu'il n'a même pas mis son visage sur les affiches. C'est vrai, c'est ce qu'on a pu voir, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a vraiment une réelle sympathie, un réel engouement, en tout cas, de la part de beaucoup des militants, de ces militants, en tout cas. Comment vous l'expliquez, ça, ce réel engouement qu'on peut voir chez M. Governatori? C'est, je vous dis encore une fois, la compétence, des idées de très bon niveau. Je vous invite d'ailleurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, à lire ses livres, le livre qu'il a écrit, d'ailleurs, spécialement pour les européennes, où vous avez un constat avec des solutions. Vous voyez, on trouve des solutions en quelques pages dans un programme, et puis aussi ce livre-là écrit par Mathias Leboeuf qui décrit bien le personnage et qui nous permet de mieux comprendre qui est la personnalité, mais qui explique pourquoi les gens autour de lui restent fidèles et honnêtes, parce qu'on est à l'image de M. Governatori. Ça donnera une bonne raison au moins d'ouvrir un livre sur la plage. Exactement. Du coup, comme vous pouvez le voir, notre émission, elle s'appelle L'Europe c'est vous. Qu'est-ce qui vous inspire, ce slogan? L'Europe c'est nous. En fait, ce qui m'inspire, c'est qu'on est tous responsables de notre avenir. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à déresponsabiliser les gens. On doit tous s'emparer de ce sujet. L'Europe, moi je discute avec beaucoup de personnes, ils me disent « Oh, pour moi c'est trop vaste, c'est pas assez concret, j'irai pas voter ». Je trouve ça... mais en fait, il faut l'écouter, parce que c'est la réaction des gens. Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? C'est parce que pour eux, ça devient intouchable, impalpable, ça ne leur parle pas. Et grâce à quelqu'un comme l'écologie au centre, je pense que ça va beaucoup plus parler, c'est beaucoup plus concret, parce que ça nous concerne et c'est nous qui sommes acteurs. On n'est pas spectateur dans le programme de ce gouvernement, on est acteur. À partir du moment où on est acteur, c'est le problème de tout un chacun, et c'est pas que de l'Europe, c'est du local. L'Europe, c'est le local aussi. C'est ce qui évite du coup les divergences, j'imagine. Du coup, vous êtes en train de nous dire que c'est un programme qui est construit ensemble et du coup validé par tous. Exactement. Puis en fait, comme l'écologie, et comme je le considère au début, quand on me parlait d'écologie de droite, d'écologie de gauche, je ne comprenais pas. Je disais, pour moi, l'écologie, c'est le bon sens. Et vous n'êtes pas la seule à faire cette confusion. Et je ne comprenais pas, j'ai même dit à Jean-Marc, je suis désolée, moi, on ne me parle pas de parti écologiste, ça n'existe pas, c'est du bon sens. C'est pour ça que ça s'appelle écologie au centre. Et c'est vrai que je rejoins l'idée, écologie au centre, sachant que l'écologie a été beaucoup cannibalisée par les partis de gauche, avec une image que l'on combat. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
dans ce livre-là. Vous verrez la différence entre écologie au centre, représenté par M. Governatori, et les 3 drôles de dames, comme il les appelle dans son bouquin. C'est vrai que c'est souvent ce reproche qu'on peut faire, en tout cas à certains partis écologistes, c'est que dès qu'on voit écologiste, on pense directement à gauche. Oui. C'est quelque chose du coup que vous essayez de combattre, vous ? Complètement, parce que qui dit à gauche dit punitif, dit débordement, C'est vrai qu'il y a cette dit notion. pas de liberté de pensée, de libre arbitre, alors qu'en fait, il faut laisser les gens s'exprimer. On peut ne pas être d'accord, mais on peut se parler, on n'a pas besoin d'être violent. Et nous, justement, on base tout sur la volonté de la personne, l'impliquer dans les raisonnements, dans les décisions. Quand vous impliquez les gens et que vous discutez qu'il y a du bon sens, qu'est-ce qui va ressortir ? Nécessairement un consensus ? Il va pas. Et il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. On ne peut pas dire ça, il faut le faire, ou je vous impose de faire ça maintenant, ou ça, il ne faut pas le faire. C'est comment on y arrive. Moi, je disais, quand j'ai discuté aussi avec une autre personne qui était d'un autre mouvement politique, il parlait de la centrale de biomasse à Gardanne, où j'avais été aussi m'intéresser au sujet. Le sujet, c'était de dire, arrêtons la centrale. Alors, on était tous là à dire, oui, il faut arrêter la centrale. Oui, mais après, il y avait des personnes derrière. Bien sûr. Il y aurait des emplois, des drames humains. Ça, il faut l'intégrer. C'est pas arrêtons ou soyons... Il faut regarder tous les sujets. Mais par contre, comment on en sort ? C'est sûr qu'on ne va pas en sortir de suite, mais il faut amorcer les initiatives pour pouvoir le faire. Et ce que je regrette beaucoup, et je vous dis, c'est ce que aussi écrit Jean-Marc dans son livre, c'est que les constats, ils ne sont pas de maintenant, ils sont depuis longtemps. Qu'ont fait nos politiques jusqu'à présent ? Les sujets qu'on aborde aujourd'hui, excusez-moi. Pas de souci. Les sujets qu'on aborde aujourd'hui sont des sujets qui ont été abordés il y a 10, 20 ans, 30 ans. On se demande qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Les gens sont devenus amnésiques, ils ont pris des engagements. Pourquoi aujourd'hui on en est là ? C'est parce que les politiques n'ont pas joué le jeu. Ils ont joué le jeu justement de l'égocentrisme, joué le jeu, à mon sens, de l'intérêt personnel, mais pas de l'intérêt collectif. On a la chance d'avoir une liste qui va vraiment représenter l'intérêt collectif, qui a des sujets qui vont pouvoir être débattus, où vous avez une liste sans cacher ce qui est dans le programme de M. Governatori, lui, qui s'applique à lui-même, ce qu'il demande aux autres. Par contre, à l'inverse, n'impose pas aux autres de penser comme lui. Ça aussi, c'est une liberté. Et c'est de mettre au défi que ce programme dont il parle sera réellement exécuté. Donc ça va vraiment toucher, comme vous disiez, est-ce que ça nous touche à nous directement ? Bien sûr, parce que les effets vont se faire ressentir localement, enfin, dans la plus grande partie de la population. Justement, vous faites ce lien avec le local, vous envoyez directement sur notre question. Quand on a pensé la création du coup, de cette émission, on s'est donné un objectif clair, c'était de faire de cet enjeu national que sont les élections européennes un enjeu local. Est-ce que pour vous, c'est un objectif pertinent de vouloir mettre l'accent sur le local dans un contexte d'élections européennes ? Si vous ne mettez pas l'accent sur le local, vous ne parlerez pas aux gens. Bien sûr. Il faut qu'on soit dans le concret. Nous, on aime le pratico-pratique. Moi, je sors de là, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui soit utile ? Arrêtons de parler. Et en fait, moi, ma nature, c'est, j'aime pas trop parler et j'aime agir. Et j'apprécie les gens qui ne parlent pas trop, qui agissent. Le local, c'est quoi ? C'est de trouver des actions qui vont être concrètes, directement vérifiables. Quand j'ai fait mon programme pour les élections municipales en 2014, j'avais demandé à ce que mon programme soit labellisé HQS, Haute Qualité Sociétale. On avait été labellisé. Eh bien, Haute Qualité Sociétale, c'est un peu ce que reprend aussi Jean-Marc Governatori aujourd'hui, c'est dire les systèmes d'échange locaux. C'était exactement ça. Nous, on voulait une application qui soit intuitive, qui permette aux gens de communiquer dans un même bâtiment, qui part à telle heure demain matin, qui peut aller chercher les enfants, qui peut aller acheter le pain pour la mamie qui ne peut pas descendre, ou ses courses. C'est ça, c'est quelque chose d'intuitif, de naturel, de très simple. Comme un grand quartier, en fait. Comme un grand quartier. Surtout avec les outils qu'on a maintenant. On peut tous avoir une application intuitive, on la met à disposition, et on peut faire un échange. Et le système d'échange locaux, c'est échanger des compétences, du temps, une voiture, faire du covoiturage intuitif. C'est tout simple, c'est tout bête, et ça n'a jamais été mis en place. La seule personne qui promeut ce système, c'est M. Governatori. Et vous verrez, je mets au défi que si demain on met ça en place, ça fonctionnera obligatoirement. Et puis ça sera aussi une réponse importante pour le pouvoir d'achat. Bien sûr, mais on voit cette importance dans vos propos que vous donnez au local, au concret. Nous, quand on est allé voir, du coup, dans le cadre toujours de cette émission, on est allé tendre le micro aux Aixois, il y avait très peu de personnes qui avaient une vision négative de l'Europe, mais la plupart nous disaient, en fait, ça nous sert à quoi ? Est-ce que vous avez des exemples de choses concrètes pour redonner, entre guillemets, espoir
aux Aixois qu'on a pu interroger, de leur dire si l'Europe c'est concret, elle a pu œuvrer concrètement dans la région ou sur le territoire. Alors, où est-ce qu'elle a pu œuvrer utilement sur le territoire? Là, je vous avoue que je ne suis pas spécialement en analyse sur ce projet, mais déjà, si on doit réfléchir de manière plus globale, je pourrais dire qu'il y a une politique agricole commune, Oui, oui, bien sûr. qu'il faut d'ailleurs modifier, faire changer, pour lequel il y a des subventions européennes. Et c'est normal que sur le local, on ne voit pas trop, parce qu'elles sont très compliquées à obtenir et elles seront attribuées à l'hectare. C'est-à-dire qu'elles sont captées par 20% des gros agriculteurs, des gros pourvoyeurs d'agriculture et non pas les petits. Donc c'est sûr que là, ça ne se voit pas, mais grâce à une action plus de bon sens, d'octroyer des subventions européennes de manière beaucoup plus simple administrativement et en fonction, en ciblant les petites structures, celles qui sont avec le plus de personnel possible, en tout cas celles qui sont avec et qui ont besoin d'être améliorées au niveau des moyens matériels, là ce serait ciblé, là ce serait visible. Là c'est invisible parce que c'est capté par les plus gros. Et c'est assez dommage. Et c'est là-dessus que vont s'employer les élus d'Écologie au Centre, j'espère. Et vu qu'on parle de l'écologie en général, on pourrait peut-être vous questionner, même si vous y avez répondu de manière indirecte, mais pour être vraiment clair, certains de nos téléspectateurs pourraient se demander en tant qu'écologiste pourquoi soutenir cette liste, Jean-Marc Governatori, plutôt que notre liste écologiste. Eh bien, les autres listes écologistes, j'avoue que comme beaucoup, elles ne m'intéressaient pas trop parce que de tout ce que je vois dans les listes écologistes, il me semble qu'il y a déjà des élus au Parlement européen. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai. Moi, je vous dis, je suis pratico-pratique. Je vois une personne qui agit, qui est sur le terrain, parce que c'est pas parce qu'on est élu européen qu'on ne doit pas être sur le terrain non plus, qui est sur le terrain et qui nous montre concrètement ce qu'il a fait. D'ailleurs, ce que je souhaitais aussi, j'en parlais, enfin, je n'ai pas échangé avec Jean-Marc là-dessus, mais on est d'accord puisqu'il le remet aussi dans son livre, c'est qu'on aimerait pouvoir évaluer les actions des élus. Un élu, un député européen, je crois que c'est 500 000 euros par an. Pour 500 000 euros par an, on pourrait quand même avoir le retour sur investissement. Dans ce cas-là, on pourrait vous retourner la question et dire mais qu'est-ce qui va nous garantir que si on envoie des députés de Écologie au Centre au Parlement européen, ils rempliront aussi vraiment leur mission? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire, mais vous verrez, et on s'engage, et ça c'est Jean-Marc. Vous avez vu, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas égocentrique, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a mis tout son argent personnel. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, dès qu'on parle Jean-Marc Governatori sur le local dans les médias, on dit toujours le milliardaire, le milliardaire écologiste. Pourquoi on le qualifie de milliardaire écologiste? C'est la seule personne qui ne vit pas sur le dos du contribuable et qui prétend et qui envisage, qui ambitionne de vouloir changer l'avenir des gens comme il a changé son propre avenir à lui. Il est devenu végétarien, pas d'alcool, jamais l'avion, il s'applique vraiment tout ça à lui, une hygiène de vie importante, d'ailleurs qui est une solution aussi au pouvoir d'achat d'être en bonne santé. Bien sûr. Donc, M. Governatori, c'est quelqu'un qui est entier, qui va au bout. Et je ne pense pas que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est si peu mis en avant par le système et les médias qui suivent le système, c'est que les solutions simples que l'on met en avant vont à l'encontre des gros lobbies industriels, pharmaceutiques. Donc, on ne permet pas à ce genre de personnes de s'exprimer. Mais si on lui donne la chance d'être élu au Parlement, je vous assure que là, on en aura vraiment pour notre argent. Et je veux bien vous faire confiance. D'après un très récent sondage Ipsos qui est paru en mai, 79% des Français sont globalement favorables au projet européen. Cependant, pour toujours avoir un axe local, au dernier scrutin européen, c'est 50,2% des Aixois qui sont abstenus. Comment expliquer une abstention aussi forte alors que la majorité des Français croient au projet européen? Alors l'abstention aussi forte, je pense qu'on la constate aussi dans les autres élections, un scrutin local, que ce soit municipal ou... Et déjà municipal, où vraiment, quand c'est pas local, il y a beaucoup quand même d'abstention. Dès que vous passez au départemental ou au régional, ça commence un petit peu plus. Mais là, il y a un paradoxe, c'est que les Français aiment l'Europe, mais ils ne votent pas quand des questions parlent d'Europe. Les Français aiment leur maire, les Français aiment se plaindre d'eux, mais beaucoup ne vont pas voter. Et ça, par contre, c'est un paradoxe que je ne comprends pas. Pour moi, ne pas voter, c'est nécessairement voter pour quelqu'un. Et on me dit que non, il y en a qui me soutiennent, non, c'est à primo sortant. En fait, je pense que les gens ne sont pas assez, on ne les informe pas assez des conséquences de ne pas voter et de ce que ça pourrait, ce que ça pourrait donner quand on va voter.
Mais c'est une question d'éducation civique. Est-ce que aussi c'est la question peut-être des candidats qui sont toujours les mêmes? Aussi, non, Peut-être l'idée d'un appareil politique au sein desquels les électeurs ne se sentiraient plus représentés. vous avez en effet une offre politique jusqu'à présent qui sont des offres de partis issus de systèmes qui n'intéressent plus, qui ont eu des discours qui sont usés, qui dit tout et son contraire, enfin qui dit et qui ne fait pas. Moi, je pense que si on avait une traçabilité de ce qui est dit par les élus actuels et ce qu'ils votent en réalité, on serait très, très surpris. Ou de ce qu'ils font en réalité, on serait très surpris. Donc en fait, quand on n'a pas l'exemple de ce en quoi on croit et la personne ne correspond pas à nos attentes, comme vous me disiez, est-ce que vous connaissez les autres élus écologistes? Eh ben non, je ne les connais pas. Enfin, c'est pas que je ne les connais pas. Ils ne m'intéressent pas. C'est ça le sujet. Du désintérêt. Oui, oui, parce que ce que je vais écouter, ça va me fatiguer en 5 minutes. Ça va me fatiguer. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? C'est ce que je disais à la dernière réunion aussi que j'ai faite pour Écologie au Centre. Pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? C'est des sujets d'il y a plusieurs années en arrière. Qu'ont fait les élus? C'est quand même les élus de leur parti. On n'était qu'avec des partis conventionnels. Personne ne vous répond. Et pourquoi? Mais du coup, les mesures écologistes que peuvent proposer des partis écologistes plus traditionnels, vous êtes quand même en accord? Mais quelles mesures écologistes ils proposent? Par exemple, sur les voitures électriques, par exemple. Oui, sur les voitures électriques, vous trouvez que c'est écologique? C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats, notamment sur la production, sur les batteries au lithium. Par exemple, sur le développement de l'éolien. Oui, alors l'éolien, le solaire, il faut. Mais il faut d'autres moyens pour le mettre en place. Nous, ce qu'on envisage, c'est de recenser tous les terrains et toutes les toitures qui permettent de recevoir les panneaux photovoltaïques et de générer justement de l'énergie renouvelable. En fait, j'ai l'impression que ce qui vous dérange plus que les autres partis écologistes en soi, c'est leur inaction, vous pointez du doigt. Leur inaction depuis plusieurs années. Oui, puisque depuis toutes les années où ils sont élus européens, ou même élus sans être européens locaux, honnêtement, il n'y a rien qui puisse me dire ça c'est une expérience réussie. Alors peut-être qu'ils ne sont pas en majorité pour que les idées émergent, mais je serais curieuse de voir les décisions prises et les actions menées sur le terrain pour... en fait, c'est plutôt cette visibilité-là qu'on devrait avoir, qu'on n'a pas. Du coup, comme je vous ai parlé de l'abstention juste avant, qu'est-ce que vous pourriez dire aux Aixois pour qu'ils se mobilisent le 9 juin et qu'ils aillent voter? Donner la chance à une liste qui n'a jamais été encore, qui n'a jamais eu la possibilité d'être élue. Donnez-lui cette chance et je pense que vous ne serez pas déçus. De toute manière, on a vu le pire. On pourrait quand même essayer autre chose que le pire. C'est pas un pari risqué, je pense. Surtout que d'après ce que vous dites, on a l'impression que c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Ah oui, non, mais en idée, c'est le meilleur. Lisez ses livres, c'est le meilleur. Il y a un constat, il y a des actions. Les actions sont simples, elles ne coûtent pas beaucoup d'argent. Il a déjà commencé à mettre en place des actions justement au niveau régional en tant qu'élu régional. Ça porte ses fruits. Je pense que c'est passionnant. En fait, c'est de pouvoir mener des actions derrière et en étant complètement désintéressé parce qu'il n'attend pas après ça pour vivre comme nous. Toutes les personnes qui sont autour de lui, on ne vit pas pour la politique, on vit pour nos idées. C'est vraiment passionnant. D'une idée, et sur une idée de groupe, et de la mettre en œuvre et de voir après ce que ça va donner, c'est important. Alors Aix-en-Provence, c'est une ville qui a de multiples richesses, culturelles, historiques, très belle ville. Météorologiques aussi. Mais une de ses grandes forces, c'est sa structure de population. Là où à l'échelle nationale, il y a environ 17,5% de 15-29 ans, ils sont 26,2% à Aix. Donc c'est une ville qui est très très jeune. Du coup, est-ce que votre liste, elle est capable de susciter de l'engouement chez cette jeunesse aixoise? J'espère, parce que si les jeunes ne s'approprient pas le sujet, on est perdu. Et qu'est-ce qui fait que votre candidat, du coup, parle aux jeunes? Qu'est-ce qu'il a envie de dire aux jeunes? Parce qu'il ne choisit pas ses projets ou ses directions en fonction de l'âge des personnes, en fonction des idées, de l'envie. Donc tous les jeunes, et je les invite à nous rejoindre, ont leur place auprès de Jean-Marc Governatori, parce qu'il sait déléguer, il sait faire confiance, et il peut donner beaucoup de marge de manœuvre aux jeunes qui vont nous rejoindre, vraiment. Et du coup, c'est un candidat qui n'a pas peur de laisser les idées, qu'elles soient jeunes ou plus âgées. Pas du tout, au parce contraire. qu'on voit que beaucoup de jeunes sont réticents à investir l'espace et le champ politique à cause de personnes qui les écoutent pas. À cause de personnes, parce que moi je trouve les jeunes très
très engagés, très exigeants, ils ont raison. Mm. Et on peut compter sur eux. Mais moi, je compte sur eux. Moi, je compte sur eux parce que ce n'est pas nous qui allons faire leur avenir, c'est eux. Moi, j'ai 2 garçons, je leur dis, c'est à vous de faire votre avenir, c'est pas nous. Et par contre, aidez-nous, on a besoin de vous. Par contre, moi, mes garçons sont plutôt à dire, en effet, les élus qu'ils ont aujourd'hui, ça ne les passionne pas. Mon engagement les passionne, mais pas l'offre politique en dehors les passionne. Parce que c'est important d'entendre ça quand beaucoup de jeunes en fait, s'intéressent à la politique, mais ont du mal à investir un espace parce qu'en fait, ils ne se sentent pas écoutés. Du coup, c'est important d'entendre des gens qui disent venez, Nous, on vous laisse la place pour des idées qui vont faire avancer les on choses. veut des talents. Le talent, ça n'a pas d'âge. Des talents, ça peut être un plus jeune, un moins jeune, mais on est ravis, c'est plus aux jeunes de se l'approprier, c'est leur sujet. Cette année, du coup, là, avec le scrutin qui arrive très rapidement, on a à ce jour, et ça restera comme ça, 38 listes qui ont été déposées. C'est le plus grand nombre de listes qu'on n'a jamais vu pour des élections européennes en France. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce choix aussi large de listes? Alors déjà, vous avez les listes qui n'ont pas imprimé leur profession de foi. Donc le jour du scrutin... Ça va être un peu compliqué. Ben oui, voilà. Je trouve que c'est proportionnel à l'enjeu et puis à la superficie de l'élection. Maintenant, qu'il y ait autant de listes, c'est classique. Hein, c'est classique. Nous, quand on fait les élections législatives, vous avez toujours une vingtaine de listes. Parce qu'on a pu voir, quand on a interrogé encore une fois des Aixois, beaucoup expliquaient leur abstention par le nombre trop grand de listes qu'il y avait. Certains se trouvaient démunis et disaient qu'avec le nombre de listes qu'il y a, on n'arrive pas à faire notre choix. Alors, c'est que les idées, s'ils n'arrivent pas à faire leur choix, c'est que les idées ne se démarquent pas. Alors, je les invite à aller regarder les idées de M. Governatori. Vous verrez que ça se démarque. C'est très simple, c'est pragmatique. Il n'y a pas de blabla, on ne brode pas, c'est cartésien. Mais dans ce cas-là, comment réussir à être audible dans un espace médiatique qui met surtout la lumière sur les principales listes? Sur les classiques, mais tout à fait. Non, mais là, c'est très difficile. Très, très difficile, mais c'est pour ça que M. Governatori est là, continue, n'arrête pas, il est endurant, parce qu'il croit vraiment à ses idées. Et le chemin qu'il a fait depuis le début, aujourd'hui, il est un petit peu plus audible, mais moins que ce qu'il mériterait de l'être, c'est vrai. Mais il n'est pas invité par les médias systématiquement. Et comment on explique ça? Mais vous avez quand même une pression locale. Vous avez une pression locale, selon qui vous invitez, on va dire, mais lui, je ne viens pas s'il y a lui, ou n'invitez pas telle personne, sinon derrière, vous n'aurez plus de soutien financier sur certains médias, c'est comme ça. Vous pensez qu'il dérange autant, votre candidat? Un candidat sans étiquette dérange, par principe. Mais M. Governatori, depuis le temps qu'il est là, bien sûr qu'il dérange. Parce qu'il est brillant. Les gens brillants en politique n'intéressent pas le système politique en soi. Ça n'intéresse personne, puisqu'il va sortir nécessairement, à comparaison égale, il va nécessairement être plus audible et sans compromission. Et ça, ça dérange un peu. Ce qui est dommage du coup, parce que c'est la manière en fait de devoir mettre autant d'efforts pour réussir à être audible, surtout quand on a des idées qui semblent en tout cas novatrices par rapport aux autres partis écologistes qu'on peut avoir. Ça doit être 2 fois plus difficile pour un candidat comme ça. On le regrette aussi. Et c'est pas que des efforts qu'il a mis, c'est carrément tout son argent personnel dedans. Il a vendu ses sociétés et tout l'argent qu'il a retiré de ses sociétés l'a mis dans la campagne électorale, pas que celle-là, toutes celles qu'il a faites avant. Donc c'est vraiment un engagement, c'est vraiment un don de soi. Donc il mérite vraiment à être connu. C'est pour ça que si on doit encore répéter une fois, donner la chance à ce profil-là, à ce profil politique qui justement dénote par rapport à tous les autres profils politiques, donnez-lui la chance de montrer ce dont il est capable. Quand vous êtes investi du coup sur votre liste Écologie au Centre, d'après les récents sondages, vous ne seriez pas en capacité d'envoyer des eurodéputés. Les sondages sont ce qu'ils sont, le seul résultat qui compte, c'est le jour du vote. Cependant, certains peut-être électeurs ou même individus pourraient vous faire le reproche de faire le jeu de la désunion du camp écologiste. Qu'est-ce que vous pensez de... Alors, en parlant des unions, je ne suis pas d'accord puisqu'on a quand même beaucoup travaillé à faire de l'union. D'accord. De quelle manière? Avec d'autres listes, telles qu'une liste soutenue par Corinne Lepage. Mais après,
si l'union ne se fait pas, c'est que soit il y a un problème par rapport à certaines idées. Après, je n'étais pas dans les réunions ou les raisons, mais je sais que tout est objectif là-dedans, que si l'union ne s'est pas faite, et on le regrette, mais que c'est pour pouvoir aussi affirmer des idées sans aucune compromission. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'union sur des listes écologistes, mais il faut vraiment avoir un profil et un parcours qui correspondent à ce qu'on attend. Parce que justement, si on arrive aux élections avec des élus, il faudra respecter ce à quoi on s'est engagé. Donc ça, il faut avoir des élus qui soient du même tempérament. Du coup, vous préférez faire cavalier seul au risque d'être peut-être seul, mais pour être sûr de pouvoir appliquer votre programme tel que vous voulez le défendre et telle la conviction que vous avez. Complètement, mais par contre, ce n'est pas préféré, c'est un constat. Les tentatives ont été faites, puisque je faisais partie, j'avais aussi d'autres personnes, je faisais partie d'un autre groupe qui était en train de dire nous on rassemble pas. Moi j'ai toujours dit on rassemble. C'était le mot d'ordre. Après j'ai vu des personnes qui étaient dérassemblées qui sont revenues, tant mieux. Et d'autres par contre non, tant pis. Mais il faut que chacun soit conscient, comme je vous disais tout à l'heure, on doit tous être concernés par ça. Et donc le bien commun c'était de se rassembler. Après ceux qui ne l'ont pas écouté, qui ne l'ont pas entendu, on ne leur en veut pas. Hein. Nous on n'est jamais jugé, critiqué, à chacun ses bonnes raisons. Mais en tout cas, ça a été essayé. Maintenant, quand vous parliez du score, en effet, il y a les sondages. Par contre, les sondages, tout le monde est d'accord pour dire qu'on les prend avec beaucoup Comme je l'ai dit, ce qui compte, le seul résultat qui compte, c'est le jour du vote. Par contre, vous verrez, les sondages, les intentions de vote évoluent énormément le jour où les personnes reçoivent les professions de foi. D'accord. Ce que je vous expliquais, c'est que tout le monde ne va pas imprimer son matériel de vote. Donc tout le monde ne va pas envoyer profession de foi. Vous avez 35 listes, mais ils vont en recevoir quoi? Je crois entre une quinzaine dans la boîte aux lettres. Ah bon? Je pense oui. Mais vous voyez, regardez, écoutez à la télé. Ils vous disent imprimez vos bulletins, imprimez. Ils ne vont pas imprimer. C'est un peu plus d'1 million, je crois 1,5 million d'euros pour l'impression. Pour les professions de foi, les bulletins de vote. Tout le monde n'a pas les moyens. Donc tout le monde ne va pas envoyer ça dans les boîtes aux lettres. Et là, la décision de vote va se prendre là, souvent. Et il y a énormément un gain de nouveaux votants à ce moment-là. Donc on aura peut-être normalement une bonne surprise le jour d'élection. Et votre liste, vous, sur le point de vue des professions de voix, est prête? Tout est organisé? Oui, tout est fait, oui, tout est imprimé, tout est cadré. Jean-Marc, c'est quelqu'un de bien entouré, qui a une bonne équipe de com, bien structurée. Tout est fait, il n'y a pas de souci. Et à titre personnel, est-ce que vous êtes confiante pour le résultat du vote? Parce qu'on parlait des sondages juste avant, et vous, ça vous... Oui, je trouve qu'il travaille bien, que c'est cohérent. On espère juste que ce soit compris, mais je suis très confiante. Oui. Vous sentez un engouement ou pas de la part de la population autour de ce programme? En fait, je sens que les gens... En fait, on arrive à une croisée des chemins. Il n'y a plus rien qui va. On est en crise financière, en crise sanitaire, en crise des hôpitaux, en crise énergétique. On est en crise de partout. Il y a des conflits au niveau mondial. Il faut vraiment faire quelque chose. Nos ressources naturelles, énergétiques vont être asséchées dans pas longtemps. Donc il faut vraiment, là, si on n'a pas pris conscience, il faut vraiment faire quelque chose et quelque chose qui change. Là, franchement, ça va être compliqué. Donc, et vous pensez que si d'aventure M. Jean-Marc Governatori avait la chance d'arriver au Parlement européen, il aurait la capacité d'essayer d'influer justement dans ces... Oui, il a déjà commencé à réfléchir, oui, tout à fait. Déjà? Oui, non, mais je vous dis, quelqu'un de sérieux et qui travaille beaucoup ses dossiers. Donc il sait déjà comment il va pouvoir mener une action pour commencer à influer et travailler utilement. Du coup, comme je l'ai dit, le jour du vote arrive le 9 juin, donc dans moins d'une semaine, dans 4 jours. Oui. 4 jours pour ne pas dire de bêtises, ou 5 jours, je suis mauvais en maths. Du coup, les débats se multiplient à la télé entre les têtes de liste des principaux partis. Est-ce que vous parlez qu'au sein de ces débats, on parle assez de l'enjeu écologique et de l'Europe? Alors, l'enjeu écologique, pas spécialement. On parle beaucoup de conflits qu'il y a actuellement israélo-palestiniens. On parle de tout. On parle un peu, j'ai écouté Manon Aubry ce matin, elle est revenue sur le pouvoir d'achat. L'écologie, en fait, de toute manière, nous, le pouvoir d'achat, l'écologie et la conséquence écologie, c'est le pouvoir d'achat et la solution à pas mal de choses. Voilà, mais qu'on parle spécialement d'écologie, non, j'ai pas spécialement l'impression. Et c'est quelque chose qui vous désole ou qui...
Vous pensez quoi du niveau général de ces débats? C'est quelque chose qui noie justement, qui rend inaudible quand on écoute des débats. Je vous avoue, c'est vrai, quand j'écoute des débats, je sors de là, je ne sais pas trop ce qu'il en ressort. En fait, y a des... Je suis comme beaucoup de personnes qui regardent des débats, qui a du mal à faire distinction entre un candidat et un autre. Sachant que c'est vrai que moi j'ai quand même un petit parti pris, c'est que je suis écologie au centre, mais ça m'intéresse quand même d'entendre les idées. Et c'est vrai que je n'ai pas spécialement plus d'idées que ça qui ressortent des débats. Et vu que votre candidat n'a pas eu la chance de participer à ces débats entre principales têtes de liste, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être 2-3 axes forts du programme que défend M. Jean-Marc Governatori? Déjà, l'éducation à la santé. C'est important. L'éducation à la santé, Oui. Honnêtement, pour suivre beaucoup les débats portant sur les élections européennes, j'ai jamais entendu ce terme d'éducation à la santé. Ouais. Si vous voulez, en fait, si chacun de sa responsabilité, il faut qu'il soit éduqué. Ça démarre tout petit. En fait, une éducation à la santé. Vous enseignez aux enfants la culture, tout ce qui est les enfants, c'est une mine d'or. Hein, ça absorbe tout, c'est des éponges. Vous expliquez ce qui est bon pour la nature, ce qui n'est pas bon, comment manger, l'éducation alimentaire, pour avoir après une meilleure santé, le sport, leur montrer les effets néfastes de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, c'est fini. C'est ça que vous entendez par éducation à la santé? L'éducation à la santé, oui, c'est commencer par le début et éduquer déjà les enfants à la santé. Ça part de là. Moins de malades, donc un meilleur pouvoir d'achat. C'est des solutions toutes bêtes. Je vous parlais tout à l'heure des systèmes d'échanges locaux, tout bêtes à mettre en place. Ça fait partie du programme. Il y a énormément de sujets, mais bien pris, bien en détail, bien décortiqués. Et là, je vous parle généralement de ces idées générales, parce que c'est celles qui ressortent le plus souvent. On a aussi tout ce qui a trait à l'agriculture. L'agriculture locale, c'est vraiment un vecteur éducatif, et puis avec une meilleure possibilité de manger sain. Bien sûr. En fait, tous ces sujets sont liés, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est important peut-être que certains de nos téléspectateurs écoutent ça, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion, même avant cet entretien, certains ne connaissaient pas peut-être M. Jean-Marc Governatori. Je les invite à lire le livre. Hein. Mais du coup, on voit que tous ces grands sujets pris de manière... On peut les prendre de manière indépendante, mais en fait, ils sont tous liés. Tout est interdépendant, mais bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de l'éducation. À partir du moment où on informe les gens et qu'on les responsabilise et qu'ils savent que c'est entre leurs mains aussi, l'avenir est entre leurs mains, de moins consommer d'eau, de moins manger de viande, sachant que M. Governatori est végétarien, mais il ne demande pas à ce qu'on ne mange plus de viande, il dit en manger un peu moins, qui réduirait aussi les gaz à effet de serre. Tout ça fait que ça, bien sûr que tout est relié, mais c'est des idées toutes simples et qui ne coûtent pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est important. Ouais. Avant de conclure, déjà, je vais vous laisser conclure s'il y a une idée, un thème ou quelque chose en particulier qui vous tiendrait à cœur, que vous auriez envie de dire en conclusion. Alors pour conclure, je dirais mobilisez-vous, mobilisons-nous le 9 juin. Surtout ne pas considérer que ce n'est pas une élection importante, elle est très importante. Elle nous concerne tant au niveau international que local. Nous avons besoin d'Europe, d'être plus forts devant les enjeux qui viennent vers nous et l'instabilité internationale que l'on a. On a besoin d'être plus forts aussi pour mutualiser les moyens et pouvoir les appliquer réellement, concrètement sur notre terrain. En tout cas, donnons la chance à une liste qui n'est pas politicienne, qui est politique, mais au sens propre du terme, vraiment dans l'intérêt de la société, à montrer ce qu'elle sait faire par rapport aux autres listes qui, à mon sens, ont échoué depuis. Et Madame Desblancs, merci d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Merci de votre invitation. Merci à tous nos téléspectateurs pour le dernier épisode de cette belle émission. C'était un réel plaisir de pouvoir animer ça avec vous. Un grand merci à la régie qui, à chaque entretien, a pris le temps de tout planifier de manière correcte, sans bug. Et merci du coup à tous les téléspectateurs assidus. Et à très bientôt, je l'espère, parce que l'Europe, c'est vous, surtout le 9 juin.